Bonjour et je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. Je vois que M. Judet de Lacombe viendra nous parler d'un ouvrage qui s'appelle Quand les dieux rôdaient sur la terre, mais manifestement ils sont encore là puisqu'ils ont décidé qu'aujourd'hui était enfin une belle journée et que le printemps devait arriver ce 3 juin pour nous réunir et je m'en réjouis. Je voudrais simplement remercier Albin Michel d'avoir pris cette belle initiative de publier cette conférence que maman avait donnée il n'y a pas tout à fait 20 ans, en avril 2005, je crois à l'issue qui terminait une semaine de réflexion sur le thème de la Shoah, à l'école normale supérieure. Je suis tenté de dire que l'actualité rend plus importante encore et plus d'actualité l'initiative d'Albin Michel. Et je dois dire que ça incite à un certain pessimisme, mais ça autorise beaucoup d'optimisme. L'idée que l'ENS, en dépit des images qu'on peut voir parfois en ce moment dans l'actualité, peut aussi être un lieu de culture, un lieu de pensée, un lieu d'échange, un lieu de réflexion, plutôt que d'être surtout un lieu de slogans et de pensées toutes prêtes, recrachées de façon à peu près aussi inintelligible que ce qu'on peut lire sur les réseaux sociaux. Donc vraiment, merci Albin Michel, merci à toute sa direction, l'ensemble de la rédaction et de la direction, oui, d'Albin Michel d'avoir pris cette belle initiative. Surtout que c'est pas facile, parce que une conférence, contrairement à ce que j'entendais dire par M. Pierre Assouline, ce n'est pas un travail écrit, c'est un travail oral, et par conséquent, ça inclut la nécessité de rendre lisible ce qui a été exprimé par oral. Je sais que c'est un gros travail que Albin Michel a fait, de décider de publier cette conférence en lui donnant, par sa présentation et en restant parfaitement fidèle au texte de cette conférence, en lui redonnant toute l'importance de son contenu. Alors, je termine en disant que c'est doublement d'actualité, puisque nous sommes le 4 juin, 48 heures avant le 6 juin, qui sera la commémoration des 80 ans j'allais dire, je ne devrais pas dire du début de la libération de l'Europe, parce qu'elle avait commencé bien plus tôt, elle avait commencé 2 ans plus tôt à Stalingrad. Pour ceux qui ne l'ont pas lu, je renvoie à Vassili Grossman. Je ne sais pas s'il a été publié chez Albin Michel, mais il est à mettre dans toutes les mains. Le 6 juin 1944, c'est le début de la libération de notre pays. Et puis, nous sommes à 6 jours des élections européennes. Europe dont, évidemment, maman parle beaucoup aussi dans cette conférence, certes consacrée à un débat entre la mémoire et l'histoire, mais dans lequel l'Europe intervient comme précisément outil de changement de fin et de changement et de fin de la guerre sur notre continent. Et elle insiste
combien l'Europe a été la paix, l'Europe doit rester la paix, et le combat pour lequel il faut continuer de se mobiliser pour elle. Voilà, je voulais vraiment remercier Albin Michel de cela. Je me permettrai d'ajouter que vous, libraires, vous n'en aurez pas tout à fait terminé avec ma famille, puisque j'ai la faiblesse de penser que ce n'est pas seulement un hommage familial, mais aussi un hommage éditorial. Dans quelques semaines, Albin Michel publiera également un ouvrage qui reprend des textes, une anthologie des textes publiés par mon père dans 4 ouvrages successifs qu'il a publiés dans les 25 dernières années de sa vie. Et Albin Michel a voulu en faire une anthologie qui est un travail absolument formidable, regroupé en, je crois, 8 ou 10 chapitres, les pensées qu'il a pu avoir sur le plan des grandes questions qui intéressaient le monde. Voilà, je vous remercie encore une fois et je remercie Albin Michel. Merci à vous, Pierre-François Weil, qu'on peut applaudir chaleureusement. Anne-Laure Mercier, arrêtons-nous peut-être d'abord sur la forme de ce livre exceptionnel. 3 parties. La préface de Dan Arbib, l'organisateur de cette fameuse conférence du 13 avril 2005. La conférence proprement dite, sur laquelle nous reviendrons évidemment, mais j'ai trouvé très intéressante aussi la 3e partie qui consiste au jeu des questions et des réponses avec les étudiants. En fait, la première génération future, c'est eux déjà. Oui, bonjour déjà. Et oui, tout à fait. Donc on a bien sûr reproduit le texte de cette conférence, on va en parler. Mais aussi, on trouvait que c'était intéressant de laisser ensuite son échange avec les étudiants, puisqu'elle leur répond de manière assez longue et détaillée. D'ailleurs, elle leur dit plusieurs fois, et ça m'a frappée, elle leur dit « Posez-moi des questions, je souhaite que vous m'en posiez, je reste à votre disposition ». Ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment frappée, parce qu'on voit à quel point on est en 2005, elle a eu la carrière politique hors norme, elle est déjà le symbole qu'on connaît. Et elle a ce souhait de transmettre très fort aux nouvelles générations, aux générations futures. Le titre le souligne et il est extrait de son texte. Et c'est pas seulement de transmettre, c'est aussi de se mettre à la disposition des étudiants. Donc pas dans une position de surplomb. Et ça, c'était important pour nous, je pense, de l'inclure. Et peut-être ce qui distingue cette conférence parmi d'autres, c'est justement qu'il s'agit d'une adresse à la jeunesse. Pour les générations futures est un texte antérieur à la célèbre biographie Une vie. Il y a quelques-uns des ferments de cette biographie, d'ailleurs, dans cette conférence. Simone Weil s'adresse à la jeunesse, donc, et elle s'arrête sur la manière dont on parle de la Shoah d'une génération à l'autre. Et ça me paraît très important de revenir là-dessus, parce qu'effectivement, la manière dont on en parle a tendance à glisser un peu aussi. Oui, comme M. Weil l'a dit, ça s'inscrit dans le cadre d'une semaine de commémoration de la Shoah. Donc, elle commence son texte en expliquant comment, d'une génération à l'autre, on s'approprie cette question. Et elle explique que pour la première génération, pour leurs proches, c'était trop douloureux pour beaucoup. Pour beaucoup, c'était trop douloureux pour en parler. Pas seulement pour en parler entre eux, mais aussi, on est dans une France qui, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, a vécu un traumatisme, ne peut pas regarder les choses en face. On refuse de voir certaines zones d'ombre, dont la collaboration, dont la déportation des Juifs. Et donc, les déportés juifs ne sont pas écoutés. Les déportés résistants un petit peu plus, mais pas beaucoup plus, elle nous le dit. Et donc, 60 ans plus tard, elle se réjouit de l'intérêt que porte la 3e, la 4e génération à la question de la Shoah, tout en ayant conscience que cette libération de la parole, ce regain d'intérêt est fragile. Elle revient aussi, bien sûr, sur sa déportation et sur celle de sa famille. Donc, vous l'avez dit juste avant, ce texte, il faut vraiment le souligner, et précède son autobiographie Une vie.
Il précède aussi Seul espoir apaise la douleur, que vous connaissez peut-être, qui sont la transcription de l'entretien qu'elle avait accordé à l'INA en 2006. Et donc, en 2005, bien sûr, elle a souvent l'occasion de témoigner, de prendre la parole, mais elle est encore dans la construction, la mise en forme du récit de soi. Et donc, quand elle raconte la déportation, il y a certains faits saillants sur lesquels elle s'arrête. Par exemple, le moment dont elle parle le plus longuement, c'est le moment où elle prend conscience du sort qui attend les déportés. Donc, ils viennent d'arriver à Auschwitz. Vous connaissez cette histoire, mais je la rappelle en quelques mots. Ils sortent des wagons, séparés hommes-femmes. Et puis, on lui dit à elle, surtout, dis que tu as 18 ans. Parce que donc, les plus jeunes, les plus âgés, ceux qui sont faibles, montent dans des camions. Et puis, elle, Simone Veil, sa mère, sa sœur, entrent dans le camp. Ils sont donc tatoués, déshabillés. Et puis, au bout de quelques heures, ils se demandent où sont passées les autres personnes qui étaient avec nous dans les wagons. Et on leur dit, regardez par la fenêtre. Donc ça, elle l'explique très bien dans le texte. Regardez par la fenêtre, la fumée que vous voyez, ils sont déjà plus là. Donc on va écouter un extrait qui se situe juste après ce dont je viens de vous parler. Naturellement, et c'est là que je reviens à ce que nous pensions à Drancy, c'est notre incapacité sur le moment à l'imaginer que ce soit possible. Imaginer que ce soit possible. Et dans un camp, que ces gens qui vivaient avec nous, qui étaient là avec nous, quelques heures avant, étaient déjà morts, et non seulement morts, mais n'existaient plus. Voilà, ça c'est, je dirais, la première étape, et l'étape dramatique. Si je dis que, j'y reviendrai, quand on parle non pas de l'unicité de la Shoah, mais de la spécificité de la Shoah, je crois que c'est ça ce qui fait sa spécificité. C'est-à-dire vraiment d'exterminer de façon planifiée, scientifiquement, toute une part d'une population parce qu'elle ne sert à rien. Qu'il s'agisse de bébés, qu'il s'agisse de gens plus âgés, qu'il s'agisse même souvent de gens qui auraient pu travailler, mais on en veut quelques-uns, on n'en veut pas beaucoup. On sait qu'ils mourront d'ailleurs, puisque nous sommes tatoués, c'est que nous sommes destinés à ne jamais sortir de là, mais il faut avoir l'air, il faut faire semblant qu'il y en a au moins un peu qui sont entrés dans le camp, mais on s'arrange, en se disant bien qu'on s'arrangera pour qu'ils n'en sortent jamais. C'est très émouvant d'entendre sa voix, je dois dire. C'est important d'écouter ça, de lire ce texte, parce que la mémoire, elle insiste beaucoup là-dessus. C'est fondamental. C'est fondamental. Elle dit... et en même temps, c'est fondamental et c'est devenu un concept un peu abstrait, parce qu'on parle souvent du devoir de mémoire, et c'est une expression qu'elle n'emploie jamais. Alors, parce que pour elle, la mémoire, c'est très incarné. C'est d'abord dans les familles. Elle dit très précisément, c'est dans les familles, on continuera de transmettre. Et en même temps, elle se méfie de la mémoire. Pour elle, la mémoire, elle est floue, elle est subjective, elle se déforme avec le temps et elle doit être toujours confrontée avec le travail des historiens. Donc il y a d'un côté le rôle fondamental des témoins et le rôle des historiens. Il faut, pour elle, c'est très important, faire l'histoire. Ça, faire l'histoire, c'est une expression qu'elle emploie beaucoup dans ce texte. D'ailleurs, elle s'adresse à de futurs professeurs qui seront, pour certains, historiens. Et c'est important de faire l'histoire. Alors, d'abord, pour ne pas oublier cette spécificité, et aussi pour que jamais ça ne se reproduise, plus jamais ça. Donc, d'une part, on l'a dit, pardon, je me suis perdue parce que son raisonnement est en fait assez fin sur le rôle à la fois de la mémoire et de l'histoire. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'elle parle de la Shoah surtout, vous l'aurez compris dans ce texte, mais cette injonction de faire l'histoire, elle l'étend à tout un chacun et notamment au peuple colonisé. Elle dit, en fait, c'est important de savoir d'où on vient pour savoir qui l'on est et écrire sa propre histoire. Alors, elle souligne aussi l'importance de la fiction et en premier lieu l'importance de la littérature. Et
elle n'a pas du tout le même point de vue que Claude Lanzmann, par exemple. Oui, on va écouter un deuxième extrait. Par exemple, Claude Lanzmann dit il y a un seul souvenir qui compte, c'est le film Shoah, ça dit tout. Moi, je pense qu'en réalité, et surtout pas de fiction. Eh bien, moi, je pense le contraire. Et je pense, notamment quand je pense fiction, je pense à la littérature. Je suis très frappée, lorsqu'il s'agit de la guerre de 14, de voir l'importance des romans, de ces grands romans, de ces sagas, dans lesquels, quand il y a la guerre de 14, et surtout peut-être davantage, enfin encore qu'en France, il y a eu tout de même le livre de Martin Dugard, il y a eu les Duhamel, enfin il y a eu des grandes sagas où on parle de la guerre de 14. Mais aux États-Unis, on n'imagine pas des romans de cette époque, les grands romans de cette époque, où il n'y a pas des jeunes qui en 1917 vont faire la guerre, ou se sont même engagés avant la guerre, font la guerre, sont tués, sont blessés, rentrent, etc. La même chose pour les romans anglais. Et ça frappe énormément parce que ça les fait entrer dans la vie, dans la réalité. Moi, je crois que cette littérature, c'est extrêmement important. Oui, c'est assez clair ce qu'elle dit. Effectivement, d'autant plus avec la disparition des témoins, c'est la littérature, c'est la fiction qui permet d'ancrer la Shoah dans la mémoire collective. Pierre-François Weil le disait tout à l'heure, il est question d'Europe aussi dans cette conférence. Il est question d'Europe, même si elle doit faire preuve d'une certaine réserve en raison de ses fonctions de l'époque. Oui, à l'époque, elle est au Conseil constitutionnel. Donc elle dit « j'ai un devoir de réserve et je ne peux pas parler de sujets politiques ». Mais en fait, dans tout le texte, tout au long de la conférence, l'Europe est partout. Elle a vraiment l'Europe chevillée au corps. Comme on l'a dit, pour elle, ce qui est important, c'est savoir ce qui s'est passé pendant la guerre, pourquoi, mais ensuite trouver comment on se réconcilie. Et c'est pour ça que pour elle, l'Europe, c'est une obsession. C'est que l'Europe, c'est la paix, c'est la réconciliation, vous l'avez dit, c'est le plus jamais ça. Et d'où son engagement sans relâche. Vous le savez, elle a été présidente du Parlement européen. Elle est même partie en Allemagne très peu de temps après la guerre, je pense que c'était en 1950. Ça en avait étonné plus d'un qu'elle puisse, elle, partir, vivre en Allemagne. C'était pour le travail de son mari. Et vers la fin de la conférence, elle raconte une anecdote que je partage avec vous. Donc on est en 1954, c'est le moment, c'est les débats sur la CED, donc la Communauté européenne de défense, qu'elle défend ardemment face à un interlocuteur qu'elle ne connaît pas. C'est au cours d'un dîner. Et donc elle dit, voilà, on a besoin de cette nouvelle étape pour être plus soudés. Et cet interlocuteur, ne sachant visiblement pas à qui il a affaire, lui dit « Mais madame, n'avez-vous pas entendu parler des camps de concentration ?» Donc ça montre bien, parce que elle raconte cette anecdote, parce que c'est justement parce qu'elle a connu, qu'elle a eu cette expérience des camps, qu'il faut se réconcilier, qu'il faut une Europe qui est une Europe de valeurs communes, de culture et de culture commune. Brièvement, mais on ne peut pas passer à côté, les enfants cachés, ça lui tient vraiment à cœur, ces enfants cachés dont elle dit qu'on a oublié la douleur. C'était un assez long passage, effectivement, dans cette conférence. Pour moi, ce livre, pour les générations futures, c'est vraiment un livre total, parce qu'on a à la fois la déportation, on en a parlé, la mémoire, l'Europe, et puis pour ceux qui connaissent très bien les positions de Simone Veil, on apprend des choses qui sont peut-être moins connues. Par exemple, on l'a dit, sa position sur la fiction, et aussi le sort des enfants cachés qui l'émeut particulièrement. On le rappelle, donc ces enfants qui ont été coupés de leur famille, qui ne savaient pas où étaient leurs parents. Au moment de la libération, ils ont appris qu'ils avaient été déportés. Ils espéraient qu'ils reviendraient, mais ils sont restés dans cette attente, donc dans cet espoir. Et puis, en fait, leur souffrance a été longtemps occultée. C'est quelque chose qui l'émeut beaucoup et dont elle parle. On a compris que c'est un livre de transmission. C'est aussi, je trouve, un livre plus que jamais nécessaire, vous le disiez tout à l'heure, Monsieur Veil, dans le climat actuel d'une société où l'antisémitisme a tendance à se décomplexer de manière très choquante. Merci infiniment à tous les deux d'avoir été avec nous cet après-midi et de nous avoir présenté ce livre fondamental. Merci beaucoup.